toutes et à tous. Bienvenue à cette séance intitulée Des chiffres et des êtres, donc une première au CAI. On est très content de vous voir nombreux inscrits pour suivre cette séance qui se voudra, vous le verrez, plutôt dynamique et connectée, on va dire. On y reviendra, mais donc vous aurez compris que les smartphones vont être utiles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc un petit mot pour introduire effectivement la séance. Alors d'abord, peut-être pour rappel, je pense que beaucoup le savent, mais peut-être pas tout le monde, mais qui est le CAI? Donc le CAI est bien un centre régional d'intégration. Nous sommes un des 8 centres agréés en région wallonne, agréés donc par la région wallonne. Alors dans les missions du CAI, dans les missions décrites en général, et donc ici du CAI en particulier, on ne va pas toutes les reprendre, mais il y a notamment la mission de récolter des données statistiques concernant le secteur de l'intégration et le parcours d'intégration. Et donc la séance que nous vous présentons aujourd'hui est bien un des résultats de cette mission dévolue aux centres régionaux d'intégration. Alors, une autre mission des centres régionaux d'intégration, eh bien, c'est d'être des acteurs référents pour les politiques d'intégration sur le territoire de la province. Et donc, c'est bien à cette mission-là que nous essayons de répondre également à travers cette séance d'info. C'est donc de vous donner des informations statistiques, mais également de se positionner comme un acteur qui peut vous amener des éclairages, des réponses à certains questionnements par rapport au secteur. Alors, un petit mot maintenant, plus précisément par rapport au CAISTIC. Qu'est-ce que c'est et pourquoi nous avons travaillé sur un CAISTIC? Donc, le CAISTIC, c'est vraiment l'objectif de vous donner de manière chiffrée des informations concernant l'accueil et l'intégration des personnes étrangères. Donc, tout au long des années, nous collectons un ensemble d'informations, nous, avec l'aide du réseau des acteurs de l'intégration. Et donc, on essaye de mettre en forme ces chiffres et de mettre en lumière des vérités ou des informations qu'ils peuvent apporter et qui peuvent nous éclairer. Alors, un exemple qu'on avait envie de partager aujourd'hui, qui nous a amené en fait à nous mettre activement à la réalisation d'un CAISTIC chaque année, eh bien, ce sont des appels de journalistes ou des appels de partenaires qui viennent parfois de manière assez soudaine et qui demandent des informations chiffrées sur certains points précis du parcours d'intégration, certains points précis de l'intégration en général sur la province. Et donc, on s'est retrouvé parfois à devoir donner des chiffres avec un sentiment d'insatisfaction à la fin parce que c'est des choses à faire parfois rapidement et pour lesquelles on n'a pas eu le temps de mûrir ces chiffres et de mûrir la façon de les amener avec des nuances et des précisions. Et donc le CISTIC aujourd'hui est là aussi pour nous permettre de répondre à des questions plus facilement et avec une réflexion autour des chiffres que nous présentons. Alors, dans les objectifs du CISTIC, il y a aussi évidemment démonter ou casser certaines idées reçues qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont malgré tout abondamment véhiculées. Et donc, nous, l'idée ici, c'est aussi de pouvoir réobjectiver certaines choses et démonter certaines de ces idées. Enfin, le CISTIC est là aussi pour appuyer et mettre en évidence l'importance de dispositifs existants. Vous le verrez, on va en parler. De nombreuses choses sont mises en œuvre par le CAI et par l'ensemble d'un réseau d'acteurs. Et ces dispositifs sont importants pour l'accueil et l'intégration. Alors, en termes de structure, donc la structure du CAISTIC, qui est aussi la structure de la séance de ce matin, c'est une structure qui va du général vers le particulier. Donc, on va commencer par vous donner des chiffres autour des personnes étrangères en Belgique. Vous verrez que certains de ces chiffres datent de 2020. On est bien conscient que c'est un petit peu éloigné, mais nous sommes évidemment tributaires des statistiques telles qu'elles existent au niveau fédéral, puisque nous avons plusieurs sources et nous ne sommes pas, nous, auteurs de toutes ces statistiques. Alors, on parlera ensuite des personnes étrangères en province de Namur. Là, on a des chiffres de 2022. Et puis des personnes demandeuses de protection internationale en Belgique. Ensuite, du public étranger accompagné par le CAI. Et donc là, évidemment, on a toujours des chiffres de 2022 puisqu'on est vraiment sur des données que nous avons pu confectionner nous-mêmes. Et enfin, nous parlerons des acteurs de l'intégration et de l'interculturalité en province de Namur. Alors, voilà en termes de contenu sur les raisons du CAISTIC et de cette séance. Maintenant, quelques petits mots sur l'organisation plus technique de ce matin. Donc, on est bien sur une présentation des différents aspects du CAISTIC tels qu'ils sont mis en ligne sur notre site de manière interactive. Donc, ce qu'on présente ce matin, vous pourrez toujours aller consulter ces informations sur le CAISTIC que vous trouverez sur notre site Internet.
Vous aurez la possibilité, bien sûr, pendant la séance, de poser des questions. On vous propose de poser des questions vraiment de clarification ou d'étonnement de manière directe ou via la discussion qui est disponible. Pour les questions plus de fond et qui peuvent amener à du débat, ça, on vous propose de les garder pour la fin. Des espaces seront prévus pour ces questions-là également. On vous demandera de couper votre micro durant le temps de parole et d'essayer de lever la main pour prendre la parole. Et donc, on va gérer ça au mieux. On verra qui lève la main à quel moment et on pourra donner la parole à chacun. Dire aussi que la rediffusion de la présentation de ce matin sera disponible sur YouTube puisqu'elle est enregistrée. Un dernier petit point sur le fonctionnement du quiz, puisqu'on a voulu faire appel à la technologie WooClap qui va nous permettre de vous proposer des QR codes qu'il faudra scanner avec votre téléphone ou vous pourrez également envoyer un SMS. Et donc, ça vous permettra de répondre à des questions sous forme de quiz pour ensuite un petit peu en discuter et voir qu'est-ce qu'il en est. Quel écart est-ce qu'on peut avoir entre les idées reçues ou l'idée qu'on se faisait par rapport à une question et la réponse effective. Voilà pour les petits points techniques. Je laisse maintenant la parole à Maxime qui va pouvoir démarrer la séance. Merci à tous. Il faut couper ton son, du coup, je pense. Donc, merci Bernard. Donc, maintenant, c'est l'occasion, le moment pour sortir et dégainer votre smartphone et suivre le lien QR code ou envoyer le code @DCEDE au 0462 107 111. Mais a priori, un QR code, ça fonctionne aussi très bien. Il n'y a pas besoin d'installer l'application. Vous allez être dirigé vers une page web qui va vous proposer de vous mettre, de mettre votre pseudo. À vous de choisir comment vous voulez apparaître, mais a priori, les réponses que allez donner n'apparaîtront pas nommément, en tout cas sur le quiz. Euh, on attend encore quelques instants, le temps que chacun puisse le suivre, s'enregistrer. Je vois qu'il y a encore des mines tournées vers le smartphone. Donc, on attend encore un peu. Je profite de ce petit temps d'attente pour dire que, comme l'a dit Bernard, bon, on ne va pas présenter tous les chiffres ici, mais qu'on a juste pris un panel d'extraits du CAISTIC qu'on pensait pertinent à mettre ici. Et, euh, et donc, on espère que ça vous ira. Ok, ben on enchaîne directement avec la première question qui, je vous rassure, ne se trouve pas dans le CAISTIC. Donc, est-ce que vous êtes bien connecté? Il y a 5 choix, oui, je crois, j'espère, c'est parti, ou je suis complètement perdu. A priori, si vous êtes complètement perdu, c'est que vous ne savez pas répondre à la question. Sur les 29 participants, il y en a au moins 87 qui sont bien connectés, 2 qui croient l'être, 4 qui disent, une personne qui dit, pardon, c'est bien, c'est parti. Ouais. Donc, il manque encore 5 personnes qui sont connectées mais qui n'ont pas réussi à donner leur avis. Mais on va pouvoir commencer quand même. Euh, c'est parti, c'est bon, ok. On avance du coup directement dans le vif du sujet. Vous allez voir juste après la question apparaître sur votre téléphone. Donc, en Belgique, quelle est la première raison d'émigration pour les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne? Donc, quelle est la raison, quel est le motif d'octroi du premier titre de séjour pour les ressortissants issus d'un pays non européen? Alors, soit c'est en tant que statut de réfugié de protection internationale, ou alors ce sont pour des raisons liées à l'éducation, des raisons liées à la famille ou des raisons liées au travail. Et je précise que ce sont bien pour des personnes issues des pays tiers. Donc, quelques instants, on n'a pas pu mettre de musique d'attente parce qu'on n'en a pas trouvé libre de droit. Il y a encore la moitié de personnes qui n'ont pas encore voté. Il ne faut pas oublier de valider votre choix euh, sur l'application.
Donc là, on voit deux tendances qui se dessinent. Des personnes qui pensent que c'est la premier titre de séjour est délivré sur les motifs d'octroi du statut de réfugié ou de protection internationale. D'autres qui pensent que c'est pour la famille. Le travail revient un peu, enfin le travail ou en tout cas les activités rémunérées reviennent un peu dans la course. On n'a pas mis de point, je ne sais pas, parce qu'il faut donner son avis. On imagine que les 5 personnes qui n'ont pas voté donnent leur langue au chat ou donnent leur langue au chat. Donc, il est temps de donner la réponse. Donc, la réponse était pour des raisons liées à la famille. Effectivement, comme l'indique Myria, pour les personnes ressortissant de pays tiers, la première le premier motif d'octroi d'un titre de séjour est bien les raisons liées à la famille, et ce, dans presque la moitié des cas. Donc, les raisons liées à la famille, c'est ce qu'on entend en grande majorité, le regroupement familial. Donc, les ressortissants de pays tiers ont un statut ou un titre de séjour sur des raisons liées à des regroupements familiaux notamment. Ce qui, donc, on peut en conclure que malgré des procédures qui deviennent de plus en plus difficiles et lourdes à réaliser, eh ben, c'est la première porte d'entrée en Belgique pour des personnes qui viennent hors de l'Union européenne. Les études apparaissent comme deuxième motif d'octroi d'un titre de séjour avec 15% de titres de séjour délivrés pour des motifs d'études et viennent enfin les demandes de protection internationale et les activités rémunérées. Donc, on avait vu précédemment que l'idée, en tout cas de la majorité des personnes qui ont voté, était que le premier motif d'octroi était des raisons, des statuts enfin des raisons de protection internationale, mais elle n'arrive ici qu'en troisième position. On peut remettre donc en question cette idée comme quoi l'octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire soit le premier motif d'octroi d'un titre de séjour. Il est à noter aussi que les autres raisons, donc les 12%, sont des raisons indéterminées qui n'ont pas été notifiées, ou alors des octrois de titres de séjour sur base du fait que les personnes soient MENA. Euh, Si on regarde plus précisément en province de Namur, donc en province de Namur, au 1er janvier 2023, ce sont près de 30 000 personnes étrangères qui habitent en province de Namur, ce qui représente près de 6% de la population totale de la province, soit une personne sur 20. À noter qu'en Belgique, c'est 1 570 000 personnes étrangères qui résident en Belgique légalement sur le territoire et en Wallonie, 400 613 personnes. Juste pour revenir sur la dia précédente, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais pour mettre en perspective ce chiffre-là, avec les ressortissants étrangers issus de l'Union européenne, il faut savoir que c'est 50% des motifs d'octroi d'un premier titre de séjour est dû à une activité rémunérée. Donc, et 27% à la famille. Donc, on voit que ces tendances s'inverse ou en tout cas se décale à partir du moment où les personnes sont ressortissantes de l'Union européenne. Par rapport à la province de Namur, on voit que la plus forte concentration de personnes étrangères est dans la ville de Namur et dans la ville de Sambreville. Il y a également une concentration plus importante à Vresse-sur-Semois, à Gembloux, Andenne, Dinan, Ciney, Couvin et Walcourt et Borin. Ce sont notamment des villes dans lesquelles on peut soit retrouver des centres d'accueil pour demandeurs de protection internationale, comme on va le voir par la suite, mais aussi des villes frontalières ou des villes comme Gembloux, dans lesquelles il y a des universités, ou à Sombreville, des zones qui sont périphériques de centres urbains plus importants comme Charleroi, ou dans lesquelles il y a une histoire de la migration qui est peut-être plus importante. Est-ce qu'il y a des premières petites questions de précision? Il y a une question dans le chat.
Quand on dit étrangère, qu'est-ce que ça signifie? Pas de nationalité belge, hors UE. Ok. Donc, pour la définition de personnes étrangères sont comptabilisées ici et on va y revenir juste dans la question qui suit. Mais une personne étrangère est une personne qui n'a pas la nationalité belge. Donc, si une personne est de nationalité belge, pardon, mais a une nationalité étrangère, elle sera comptabilisée comme belge. Donc, quand on parle ici de 29 000 personnes étrangères en province de Namur, ce sont 29 000 personnes qui n'ont pas la nationalité belge. Voilà. On passe donc à la deuxième question. Hop. D'après vous, quelles sont les 5 premières nationalités étrangères présentes en province de Namur? Donc, il y a ici plusieurs propositions. Les Français, les Turcs, les Camerounais, les Albanais, les Luxembourgeois, les Néerlandais, les Marocains, les Roumains, les Ukrainiens, les Espagnols, les Syriens, les Italiens, les Allemands, les Palestiniens et les Congolais. On parle bien ici de l'ensemble de la province de Namur et toute nationalité confondue. Vous parlez ici de l'année 2022 ou de Au, manière... Parce que au, j'imagine que ça change, au oui. 1er janvier 2023, donc c'est pour toute l'année 2022. Oui, merci. Encore quelques secondes pour les derniers hésitants. Si des personnes ont des problèmes pour se connecter sur le WooClap, chaque fois il y a le QR code qui apparaît quand on pose la question. Donc il y a moyen de raccrocher au fur et à mesure. Donc on va donner la réponse. Je vois qu'il y a des bonnes réponses dans le chat, enfin dans les votes. Donc les réponses étaient bien les Français, les Italiens, les Ukrainiens, les Roumains et les Espagnols. Pour passer aux chiffres, donc les premières les nationalités étrangères les plus, les plus représentées en province de Namur sont bien les Français et les Italiens, les Ukrainiens, les Roumains et les Espagnols, comme on vient de le dire. Les Français, c'est le cas pour, enfin, les Français et les Italiens, ça se remarque de manière historique sur plusieurs années. C'est aussi le cas en Belgique. De manière générale, ce n'est pas propre juste à la province de Namur. Il est à noter ici, ben, oui, que certaines représentations, comme on a pu le voir dans la question précédente, sur des communautés ou des personnes qui n'ont pas la nationalité belge, mais qui sont turques ou albanaises ou syriennes ou afghanes, représenteraient des 5 nationalités les plus représentées, ben, sont une image parce que les personnes les plus étrangères qui habitent le plus en province de Namur sont bien des personnes comme les Français, donc issus de pays limitrophes, ou des Italiens ou des Espagnols qui sont issus plutôt de migration historique, des plus grandes, avec une histoire migratoire plus importante. Et ici, et ça c'est vraiment très très fort marqué depuis la guerre en Ukraine et la fuite de nombreux ressortissants venant d'Ukraine et qui ont acquis pour la plupart le statut de protection temporaire. Il s'agit des Ukrainiens. Donc en 2020, si on prend juste l'année 2000, toute l'année 2021, c'était une centaine de personnes ukrainiennes qui habitaient en province de Namur. Et on voit que maintenant, au 1er janvier 2023, c'est plus de 1600 personnes qui résident en province de Namur et qui sont de nationalité ukrainienne. Si on prend maintenant la nationalité étrangère pour des pays non européens, on voit du coup que les Ukrainiens sont devenus en un an
la nationalité la plus représentée pour des pays hors Union européenne. Ensuite viennent les Marocains, les Camerounais, les Congolais et la catégorie autre qu'il faut faire apparaître, étant donné qu'on peut y retrouver des personnes qui sont reconnues comme apatrides, notamment des personnes issues de la population rome ou des personnes palestiniennes, ou indéterminées parce que on n'a pas pu le déterminer lors de l'enregistrement à l'Office des étrangers. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Non, très bien. Alors, pour répondre de manière plus complète à la question qui a été posée dans le chat, on parle bien de personnes d'origine, enfin, de personnes étrangères, mais on entend aussi parler souvent de personnes d'origine étrangère. Une personne d'origine étrangère est une personne qui qui avait de base à sa naissance une origine, enfin, qui était étranger et qui a acquis la nationalité belge, ou une personne qui a un de ses parents ou les deux parents qui a une origine étrangère. Si on prend en compte cette dimension-là pour regarder de plus près la population pour la province de Namur, la population est bien constituée de 6% d'étrangers, comme nous avons pu le voir, et de 16% de personnes belges d'origine étrangère, ce qui fait que près d'un quart de la population en province de Namur est étranger ou d'origine étrangère, et la province est constituée à à plus de trois quarts de personnes qui sont belges d'origine belge, donc qui sont nés belges et qui ont des parents qui sont également d'origine belge. À noter aussi qu'en 2022, c'est 882 personnes étrangères qui résident en province de Namur qui ont obtenu la nationalité belge, donc qui sont passées de 6% au 16%. À savoir que si on regarde les chiffres au niveau belge, on est plus à un ratio de 2 tiers de personnes étrangères ou d'origine étrangère pardon, 1 tiers de personnes étrangères ou d'origine étrangère pour 2 tiers de personnes belges d'origine belge. Pour avancer un peu dans certains chiffres, on a parlé brièvement des demandes de protection internationale. Donc ici, on peut voir le nombre d'arrivées, le nombre de demandes, pardon, de protection internationale en Belgique depuis 1997. Donc, on peut voir des flux, des arrivées importantes de personnes dans les années 99, 2000 et l'année 2015. Ces années sont dues à des conflits. Donc, en 99-2000, la guerre en Yougoslavie et en 2015, la guerre en Syrie. On voit que ces chiffres sont variables, peuvent varier d'une année à l'autre, avec tantôt des arrivées plus importantes, tantôt des arrivées, des chiffres moins importants. On remarque, nous tenons quand même, pardon, à mettre en avant l'année 2020 qui a été un creux dans le nombre d'arrivées alors que depuis 2016 c'était reparti à la hausse. Et la question maintenant est donc, qu'en est-il pour l'année 2022? Donc d'après vous, combien de personnes ont introduit une demande de protection internationale en 2022? Est-ce que c'est 20 069? Est-ce que c'est 27 256 ou 36 871? Je comprends bien, dès qu'une personne a au moins un parent d'origine étrangère, il est comptabilisé comme personne étrangère. Oui, donc monsieur ou madame Mayous, c'est bien ça. Donc une personne pour répondre, pour laisser C'est madame, excusez-moi, mais j'ai un problème avec ma caméra, je n'apparais plus. Donc, voilà, désolée. ok. Donc, Je vous écoute, en attendant que les dernières personnes répondent à la question présente, oui, donc une personne qui a au moins un parent d'origine étrangère est comptabilisée comme une personne étrangère. D'origine étrangère, pardon, pas comme étranger. D'origine étrangère. Pas étranger. Merci. Il y a encore quelques personnes qui n'ont pas voté, pourtant il n'y a que 3 choix. Il ne faut pas oublier de cliquer sur valider.
Attention, je ne vois pas du tout apparaître la bonne réponse parce que la bonne réponse est 36 871. Oui, effectivement, l'année 2022 est une année record, en tout cas depuis l'année 2000. C'est la deuxième année qui rencontre le plus de demandes de protection internationale. Donc, c'est une réalité. Cette année-là a été vraiment très importante en termes d'arrivée, ce qui peut s'expliquer, enfin, ce que le CGRA, donc le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, analyse comme étant une forte pression migratoire vers l'Union européenne, et cette tendance se remarque pour de nombreux pays de l'Union européenne, ce qui est dit notamment à une forte migration secondaire, donc des personnes qui arrivent par la suite. Ce n'est donc pas simplement une idée reçue, ça se retrouve aussi dans les chiffres. À ça vient s'ajouter un nombre important de demandes ultérieures, donc de deuxième demande ou de troisième demande d'asile, mais ça ne joue pas de manière autant significative pour expliquer cette augmentation importante entre l'année 2021 et 2022 sur l'ensemble des demandes de protection internationale. La plupart des personnes qui ont introduit une demande de protection internationale euh, sont issues de pays, enfin, sont afghans, pardon, syriens, sont issus de Palestine, du Burundi et de l'Érythrée. Donc ça, c'est vraiment le top 5 des nationalités qui ont demandé des protections internationales. Et pour l'ensemble de l'année 2022, ce sont 43% des demandeurs de protection qui ont obtenu un statut de protection, donc soit de réfugié, soit de protection subsidiaire. Donc la Belgique a reconnu en 2022 moins de la moitié de personnes qui ont fait la demande. Et dans ces chiffres-là, c'est donc dans l'ensemble des 36 000 personnes qui ont demandé l'asile, c'est plus de 70% d'hommes pour 30% de femmes. Enfin, femmes et filles et hommes ou garçons. Pour continuer sur la protection internationale, voici un bref rappel de ce qu'est le parcours d'un demandeur de protection internationale. Donc, quand la personne arrive en Belgique, que ce soit légalement ou illégalement sur le territoire, il va enregistrer sa demande à l'Office des étrangers, qui va ensuite euh, envoyer la demande de la personne au CGRA, donc le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, pour l'analyse du dossier. Et pendant ce temps-là, la personne est accueillie dans le réseau FEDASIL, donc l'agence fédérale en charge de l'accueil des personnes qui demandent la protection internationale. Ils vont être en centre collectif, accueillis en centre collectif ou par des CPS au niveau local dans ce qu'on appelle des initiatives locales d'accueil. FEDASIL est en charge de leur fournir l'aide matérielle, donc un toit pour se loger, des vêtements pour s'habiller et également tout ce qui touche à la nourriture et aux soins de santé. Pendant l'analyse du dossier, donc les personnes sont prises en charge par FEDASIL et vont être interviewées au CGRA pour voir si leur récit, si leur histoire rentre bien dans le cadre de la Convention de Genève pour leur octroyer un statut de réfugié. Si les personnes ont un positif comme quoi elles rentrent bien dans ces conditions-là, elles reçoivent le statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Et pour les autres qui ont un refus de la part du CGRA, on dit qu'elles sont déboutées de l'asile. Elles ont du coup elles peuvent avoir un ordre de quitter le territoire ou elles peuvent réintroduire un recours pour leur permettre de refaire une autre demande sur base d'autres éléments qu'ils n'auraient pas dit dans leur demande initiale. Et il est à rappeler qu'il existe des centres fermés dans lesquels les personnes peuvent aller s'ils ne sont pas légalement sur le territoire ou si ils vont être renvoyés dans leur pays.
Je synthétise beaucoup, hein, mais c'est volontaire. Il y a une question de la part de monsieur ou madame, j'ai Madame pas plus, voilà. Vina. Ok. Vina, oui, bonjour. Mais par rapport au pic de 2022, donc on ne tient pas compte de l'arrivée des Ukrainiens et donc de la protection temporaire. Donc c'est juste Non, des demandeurs de protection ouais, internationale en dehors c'est des ça. Ukrainiens. Parce On, que on, voilà. on allait y venir, mais c'est bien de poser cette question-là maintenant. Les Ukrainiens ne rentrent pas dans ces chiffres-là parce que les Ukrainiens, justement, ne rentrent pas dans ce parcours-là. Là, Mhm. c'est vraiment les demandeurs de protection internationale pour le statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Mais comme vous l'avez bien dit, les personnes qui ont fui le conflit ukrainien, donc ça, on parle de personnes ukrainiennes, mais pas que, ont obtenu le statut de protection temporaire et donc du coup n'ont pas été pris en charge par le réseau fait d'asile. Mais on y reviendra par la suite pour anticiper. Donc oui, c'est bien ça, les Ukrainiens ne rentrent pas dans ces 36 000 personnes. Alors, en termes de nationalité les plus représentées pour la reconnaissance du statut de réfugié, il y a les Syriens, les Afghans, les Érythréens et les Palestiniens. Donc ça, c'est très similaire aux personnes, aux nationalités principales qui ont demandé le statut de protection et qui ont demandé la protection internationale, pardon. Et pour les personnes qui ont la protection subsidiaire, ce sont les Yéménites, les Somaliens, les Syriens et les Palestiniens. Sans rentrer dans les détails, de toute façon, dans le CAISTIC, vous trouvez un glossaire qui reprend les définitions de manière relativement vulgarisée. Pour continuer sur l'accueil de protection internationale, donc en province de Namur, combien y a-t-il de centres d'accueil collectifs gérés par la Croix-Rouge ou par Fedasile et d'initiatives locales d'accueil gérées par les CPS en province de Namur? Donc, est-ce qu'il y a 8 centres d'accueil et 15 initiatives locales d'accueil, 10 centres d'accueil et 26 initiatives locales d'accueil, ou 15 centres d'accueil et 25 initiatives locales d'accueil sur l'ensemble de la province de Namur? Et ce sont les chiffres fournis par fait d'asile. Encore quelques secondes. Alors, on va pouvoir passer à la réponse, ou pas encore, des dernières personnes votent. Contrairement à la Belgique, c'est pas une obligation de vote, mais c'est pour voir si vous avez une idée concrète de ce que ça peut être. Alors, je vais directement passer à la réponse parce qu'elle est assez claire. Oui, effectivement, en province de Namur, ce sont 10 centres d'accueil comptabilisés sur le territoire et 26 initiatives locales d'accueil gérées par les CPS. On voit que sur l'ensemble de la province, il y a quand même une densité très importante de communes dans lesquelles se trouvent des IELA et ou des centres d'accueil. On comptabilise donc du coup sur l'ensemble de la province 214 places en structure d'accueil individuelle, donc en ILA, et 3275 places en structure d'accueil collective, Croix-Rouge ou fait d'asile, ce qui fait un total de 3489 places sur l'ensemble de la province, soit 11% de la capacité totale du réseau d'accueil, donc total de l'ensemble sur l'ensemble de la Belgique. Euh, ce, on parle bien ici du nombre de places et pas du nombre d'occupations parce qu'il est très difficile d'avoir sur une année un chiffre qui soit parlant en termes d'occupation parce que le nombre de places varie énormément d'un mois ou d'une année à l'autre. Pardon, le nombre de personnes accueillies varie énormément en termes de mois ou de semaines, même au sein de centres d'accueil notamment. Et donc, du coup, on préfère parler en termes de places d'accueil pour avoir une idée de ce que représente ce réseau-là. On voit aussi un nombre important de centres d'accueil qui se situent en zone rurale ou semi-rurale, comme dans la commune d'Ivoire, d'Amois, de Florène, de Viron-en-Val, de Couvin ou de Vresse-sur-Semois.
Et donc, si on lit ça à la première carte que nous avons montrée sur le taux de présence de personnes étrangères sur le territoire par commune de la province, euh, il est important de garder en tête que les personnes qui sont en centre d'accueil ne sont pas reprises au registre de la population et donc du coup ne sont pas comptabilisées dans la première dia qu'on vous a montrée. La première dia qu'on vous a montrée, ce sont les statistiques de StatBel, donc les statistiques basées sur le registre de la population. Mais les personnes accueillis qui dépendent, enfin, qui font une demande de protection internationale sont dans les registres d'attente et donc du coup ne sont pas repris par les chiffres officiels quand on parle des registres de la population. Et donc du coup, c'est bien quelque chose qu'il faut avoir en tête, notamment en termes de politique publique, quand il faut comment dire, enfin, quand on se pose la question sur le nombre de personnes étrangères qui habitent sur le territoire, il faut avoir en tête qu'il y a des centres d'accueil pour lesquels les personnes ne sont pas reprises dans les statistiques de la population. Il y a une question, il y a une main levée ou une question, je ne sais pas le voir. Catherine a répondu à quelque chose. Ok. Pour l'accueil des MENA, donc ça, ce sont les différentes structures qui accueillent les MENA. Donc les MENA, les mineurs étrangers non accompagnés. Donc ce sont des jeunes mineurs qui arrivent en Belgique et qui font l'objet de prises en charge particulières où il y a différentes phases d'accueil également des MENA. Donc une phase d'observation, de stabilisation et une phase vers l'autonomie accompagnée. Et vous voyez ici l'ensemble des structures spécifiques pour l'accueil des MENA. Tous les MENA ne sont pas demandeurs de protection internationale, ou n'auront pas un séjour sur base de leur protection internationale, mais peuvent avoir un séjour spécifique sur base du fait qu'ils soient MENA. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la protection internationale et ces deux diacis? C'est juste, oui, pardon. Pour les MENA, en fait, quand vous parlez des trois phases, c'est à partir du moment où ils ont obtenu une reconnaissance ou quand ils sont en procédure? Quand ils sont en Oui, procédure. ok. Les différentes phases sont expliquées plus précisément dans le CAISTIC, mais pour leur définition, donc la phase 1 d'observation, le MENA reste dans un centre d'observation et d'orientation pendant 2 à 4 semaines. Ensuite, il y a la phase dite de stabilisation. Donc là, le MENA est orienté le ou la MENA est orienté vers une structure d'accueil collective telle qu'un centre d'accueil fédéral ou géré par la Croix-Rouge, par exemple. Pour les jeunes âgés d'au moins 15 ans et reconnus vulnérables, ils sont accueillis dans une structure spécifique. Et la phase 3, donc la phase d'autonomie accompagnée, c'est quand la demande de protection internationale fait l'objet d'un avis positif. Donc là, quand la personne est reconnue avec un statut de réfugié ou de protection subsidiaire, les jeunes est orienté vers une initiative locale d'accueil d'un CPS. Donc voilà, et il faut aussi avoir plus de 16 ans et être relativement autonome pour cette phase 3. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? On passe à la suite par rapport justement à l'accueil des personnes qui viennent, qui ont fui l'Ukraine. Donc, les personnes qui ont fui l'Ukraine, qu'elles soient ukrainiens ou résidant légalement sur le territoire ukrainien à la date du 24 février, qui est la date du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe et la Belgique ont connu une arrivée importante de personnes qui ont fui ce pays vers la Belgique. Et donc, du coup, le Conseil européen a décidé d'accorder aux personnes le statut de protection temporaire. Donc, le statut de protection temporaire est un statut de protection internationale au même titre que les réfugiés ou la protection subsidiaire. Et il s'agit d'une procédure accélérée qui permet aux personnes d'accéder plus rapidement à leurs droits. Ceux qui en bénéficient peuvent alors jouir des mêmes droits qu'un autre réfugié ou un Belge. Et l'idée est surtout d'éviter de surcharger le réseau de l'accueil qui, comme on vient de le voir, est quand même déjà saturé.
Donc, des personnes qui ont fui le conflit ukrainien, 63 000 personnes sont arrivées en Belgique, 10 600 en Wallonie. Et la question sur ce nombre de personnes, combien en 2022 ont reçu la protection temporaire en province de Namur? Là, on vous invite à voter. Donc, il n'y a pas de proposition. Donc, c'est sur les 60 000 personnes accueillies en Belgique. Il y en a 10 000 qui sont arrivées en Wallonie. Combien ont reçu la protection temporaire en province de Namur? Donc, certaines personnes disent 2 000, 3 000, 9 000, 10 000, 10 000. Pour les personnes qui ont dit 10 000, ça voudrait dire que comme il y en a 10 500 en Wallonie, ça veut dire que la province de Namur a accueilli presque l'ensemble des personnes ukrainiennes. Je dis déjà un indice pour la réponse, ce n'est pas le cas. Donc, il y en a qui ont mis 500, 2000, je vois. 2000 ressort quand même beaucoup. 11 653, 635, donc ça voudrait dire que il y ait 10 000 personnes en Wallonie, mais 11 000 en province de Namur. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, apparemment, sont venues aussi de Flandre ou de Bruxelles. Je vais donner la réponse. La réponse est 15 570. Donc, personne n'a trouvé. 1500, pardon. 1570, pardon. Donc, personne n'a trouvé la réponse, mais il y avait quand même beaucoup de réponses qui avoisinaient ces chiffres-là. Donc, beaucoup de personnes avaient dit entre 1000 et 2000. On est là-dedans. Donc, c'est 1500 personnes, 1570 personnes ont reçu la protection temporaire en province de Namur. Sur ces 1570, on voit que allez, un peu moins de deux tiers, enfin, plus de la moitié en tout cas, avait entre 18 et 65 ans. Il y avait 578 mineurs et 87 personnes qui avaient 65 ans et plus. Et en termes de répartition de genre, c'est 1000, enfin, on est dans 2 tiers de femmes pour un tiers d'hommes. Enfin, femmes ou filles et hommes ou garçons. Voilà pour l'accueil des personnes sous protection temporaire en province de Namur. Si on regarde maintenant les chiffres des personnes accompagnées par le CAI, donc comme l'a précisé Bernard en début de séance, le CAI donc accompagne les personnes dans le cadre du parcours d'intégration notamment. Et pour tout ce qui touche notamment à des projets spécifiques en insertion socio-professionnelle, on accueille les personnes sur l'ensemble de la province de Namur, donc dans la ville de Namur même, mais aussi à Andenne, Bourrin, Ciney, Dinan, Philippeville, Sambreville et Gembloux. On accueille les personnes, on les informe sur leurs droits notamment et leurs devoirs, on les oriente vers les partenaires de l'intégration et on les accompagne pour toute démarche d'ordre socio-administratif. Et vous savez que le CAI, une de ses missions est de mettre en place le parcours d'intégration des personnes étrangères en province de Namur. Et donc, du coup, en 2022, c'est plus de 1568 personnes qui ont été accompagnées par le CAI. Sur ces 1568 personnes, il y a des personnes qui suivent le parcours d'intégration de manière obligée, mais aussi de manière volontaire. Et donc, quel est le pourcentage de personnes sur ces 1568 qui suivent le parcours d'intégration de manière volontaire? 1, 22%, 2, 37%, 46% ou 72%? Je reprécise juste la question, parce que je n'ai pas été clair dans celle que j'ai posée. C'est bien pour les personnes qui suivent le parcours d'intégration, pas pour l'ensemble du public accompagné par le CI. Excusez-moi.
Et donc, la réponse, ce n'est pas 22%, c'est pas 72%. La réponse est, en tout cas pour les personnes qui suivent le parcours d'intégration, 46% le font de manière volontaire. Donc, on le voit sur l'ensemble des personnes accompagnées par le CAI. On accompagne, comme on l'a dit, des personnes primo-arrivantes. Donc, les personnes primo-arrivantes sont dans l'obligation de faire le parcours d'intégration. C'est des personnes, la définition d'un primo-arrivant dans le cadre du décret du parcours d'intégration, ce sont des personnes qui ont un titre de séjour de plus de 3 mois et qui sont sur le territoire belge légalement depuis moins de 3 ans. Donc, ce sont des personnes surtout qui ont une carte A, qui sont venues en regroupement familial avec une personne non belge ou non européenne ou qui viennent d'obtenir un statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ou alors des personnes qui viennent d'être régularisées et qui sont sous carte A. Nous accompagnons aussi, là où on a vu 578 personnes qui font le parcours de manière volontaire, donc hors obligation, ce qui représente 37% de l'ensemble du public accompagné par le CAI, mais 46% du public qui fait le parcours d'intégration. Il y a 97 personnes que nous avons accompagnées pour des démarches de type social, mais qui ne sont pas rentrées dans le cadre du parcours d'intégration, et 212 personnes que nous accompagnons pour des projets spécifiques en insertion socio-professionnelle. À côté de cela, on a décidé de faire sortir les chiffres qui touchaient spécifiquement aux personnes ukrainiennes ou qui ont obtenu la protection temporaire et pour montrer l'impact que l'accueil de ces personnes a eu sur notre travail en première ligne. Donc, ces personnes de base, à partir du 24 février, enfin les personnes qui sont venues à partir du 24 février étaient de base dans l'obligation de faire le parcours d'intégration, donc ont été orientées par les communes vers le CAI pour débuter de manière obligatoire leur parcours d'intégration, mais à la fin du mois de septembre, elles ont été dispensées du parcours d'intégration. Mais c'est pour ça que nous ne savions pas comment les comptabiliser, soit en primo-arrivant, soit en hors obligation. Et à défaut de mieux, on a décidé du coup de les faire apparaître spécifiquement. Et donc du coup, il est quand même important de noter que 80% des personnes accompagnées par le CAI le sont dans le cadre de leur parcours d'intégration et que 23% font le parcours d'intégration de manière obligatoire, 46% de manière volontaire et 31% concernaient des personnes sous protection temporaire. Pourquoi faire le parcours d'intégration de manière volontaire? Ça peut être par exemple des demandeurs d'asile / des demandeurs de protection internationale qui le font pour anticiper un parcours obligatoire une fois leur reconnaissance établie en tant que réfugiés, ou alors des personnes qui le font dans le cadre de la nationalité, parce que le parcours d'intégration compte comme preuve d'intégration sociale. Et donc, du coup, des personnes vont faire le parcours d'intégration pour prouver cette intégration-là. Donc, 2 questions. Madame Sevrin, les demandeurs de nationalité sont-ils comptabilisés comme non obligés? Non, ils sont comptabilisés comme hors obligés, donc volontaires. Même si certains emploient parfois le terme, mais qui n'est pas reconnu dans le cadre du décret comme étant des volontaires obligés. Voulez-vous rappeler la définition de primo-arrivant, s'il vous plaît? Est-elle différente de la définition légale utilisée dans la recherche moins de 5 ans en Belgique? Oui, la définition, comme je viens de le dire, de primo-arrivant, est bien prise au sens du décret. Donc, pas en termes de recherche en Belgique depuis moins de 5 ans. C'est vraiment ici dans le cadre du décret de l'intégration. Donc, une personne qui a un titre de séjour de plus de 3 mois, donc pour exclure les demandeurs de protection internationale de cette obligation, est légalement en Belgique depuis moins de 3 ans. Ces personnes sont dans l'obligation de suivre le parcours d'intégration. Parcours d'intégration qui, je le rappelle brièvement, comprend des formations à la langue française pour les non-francophones ou les personnes qui n'ont pas un niveau suffisant en français, pour des formations à la citoyenneté et une orientation vers un bilan socio-professionnel, ainsi qu'une séance d'information sur leurs droits et les devoirs en Belgique. Il y a une main levée. Oui, une main levée? Oui.
Oui, Je oui, vois pas. c'est moi, c'est moi. Donc, mais vous avez déjà répondu partiellement, mais ici, c'était savoir parmi les volontaires, comment est-ce qu'ils arrivent chez vous, de quelle manière est-ce qu'ils sont orientés? Parce que qu'apparemment, il y a plusieurs profils où c'est des Oui. demandeurs d'asile, et savoir aussi si les MENA font partie de ce public Oui. volontaire ou pas. Alors, dans les personnes qui ont fait le parcours de manière volontaire, il y a surtout trois types d'orientations. Soit ce sont des orientations qui se font de bouche à oreille, de dire, ben, moi, j'ai été accompagné par le CI pour la demande de nationalité, et donc du coup, tu peux aller les voir. Ça peut être des personnes qui ont été accompagnées par la commune, enfin orientées par la commune, parce que quand ils ont voulu rendre leur dossier de nationalité, on leur a proposé de suivre le parcours d'intégration pour apporter cette preuve d'intégration sociale. Mais ça peut aussi être des personnes qui ont été orientées par des opérateurs. Dans ce cadre-là, il y a aussi peut-être dans hors obligation des personnes primo-arrivantes, mais qui ont eu des motifs de dispense, par exemple. Mais malgré cette dispense, parce que, ou des personnes qui étaient exemptées du parcours, de l'obligation du parcours d'intégration, parce que, par exemple, elles sont mariées à une personne européenne, mais qui décident quand même de faire le parcours d'intégration. On les comptabilise comme hors obligation parce qu'elles le sont légalement. Mais voici pour répondre à votre question, donc, comment sont orientés, donc surtout par le bouche à oreille, par les opérateurs et par les communes. Et les MENA, pardon, les MENA ne rentrent pas dans cette définition parce que certains vont le faire de manière le parcours de manière de manière volontaire, pardon, mais s'il y en a, c'est vraiment extrêmement peu parce qu'ils sont toujours dans l'obligation scolaire. Alors, il y a des Oui. centres d'accueil qui orientent vers le parcours d'intégration, mais ce n'est pas une priorité au CAI d'encourager les personnes demandeuses de protection internationale de suivre le parcours d'intégration parce que ça surchargerait énormément le travail de nos équipes qui, comme nous le rappelons, sont présentes sur l'ensemble de la province de Namur mais à des degrés variables. Nous sommes par exemple présents à Philippeville 2 matinées par mois. Nous sommes présents à Gembloux 2 jeudis par mois. À Sambreville tous les lundis, à Dinan 1 jeudi sur 2 également. Et donc du coup, ça voudrait dire que si les centres d'accueil orienteraient toutes les personnes dans les centres pour réaliser le parcours d'intégration, nous ne sommes pas dans les moyens suffisants pour pouvoir accueillir et accompagner ces personnes dans le cadre de l'entièreté de leur parcours. De plus, en aval de cela, il n'y a pas un nombre suffisant d'opérateurs avec une offre suffisante de formation pour pouvoir accueillir tous les demandeurs de protection internationale dans les formations. Raison pour laquelle si les centres d'accueil ou les ILA orientent des personnes vers le CAI pour la réalisation du parcours d'intégration, nous allons travailler en triangulation avec la personne, avec le travailleur ou la travailleuse du centre d'accueil ou de l'ILA et le travailleur ou la travailleuse du CAI pour voir la pertinence de la personne de suivre de manière anticipative son parcours d'intégration de manière volontaire pour éviter également le phénomène de l'occupationnel, entre guillemets, et donc que la personne soit orientée pour suivre une formation parmi d'autres. Est-ce que je réponds à la question? Je ne sais pas qui l'avait posée. Oui, 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 c'était moi. Merci. Pour continuer, et donc, nous avons vu qu'il y a 292 personnes primo-arrivantes que nous avons accompagnées qui sont dans l'obligation de suivre le parcours d'intégration. Parmi ces personnes qui sont dans l'obligation de suivre le parcours d'intégration, il y a 49 nationalités, 49 nationalités différentes. Eh bien, quel est le top 4? Est-ce que ce sont les Serbes, les Afghans, les Congolais, les Maliens, les Syriens, les Palestiniens, les Ukrainiens, les Camerounais, les Marocains et ou les Érythréens? Et donc, le top 5 des personnes qui suivent le parcours de manière obligatoire en tant que primo-arrivante. Donc, je le rappelle, sur le territoire depuis moins de 3 ans avec un titre de séjour de plus de 3 mois.
Et donc, yep. Il y a encore quelques personnes qui doivent voter, mais on voit que la plupart votent pour les Syriens, les Érythréens, les Palestiniens et les Afghans. En tout cas, soit vous avez le CAISTIC sous les yeux, soit vous avez bien retenu les chiffres qu'on publie régulièrement, soit vous avez une vision vraiment très précise de ce qu'est l'intégration en province de Namur, parce que il manque la principale, mais qui nous étonne, enfin une des principales, mais qu'on va expliquer par la suite. Donc oui, ce sont les Palestiniens, les Érythréens, les Syriens, et non pas les Afghans, ni les Ukrainiens, les Camerounais, les Marocains ou les Congolais. Et donc du coup, les nationalités primo-arrivantes que nous accompagnons, il y a beaucoup de Syriens, de Palestiniens, de Serbes, d'Érythréens, de Salvadoriens. Nous accompagnons aussi beaucoup d'Afghans, mais les Afghans ne se retrouvent pas dans le top 4 des nationalités. Donc le top 4, c'est ex aequo les Syriens et les Palestiniens, les Serbes et les Érythréens et les Salvadoriens. Quand on a travaillé ce document avec les collègues, on demandait euh, alors que ça ne se retrouve pas dans les chiffres, notamment du CGRA. Pourquoi les Serbes? Les Serbes, c'est surtout des personnes qui sont régularisées 9 bis, donc qui étaient potentiellement sans papier sur le territoire et qui ont obtenu un titre de séjour sur base de la régularisation humanitaire ou pour leur groupement familial, pardon, avec une personne qui n'a pas la nationalité belge. Et il s'agit surtout de personnes qui viennent d'une partie albanophone de la Serbie. Et à Namur, notamment à la ville de Namur, il y a une communauté albanophone relativement importante. Une question dans le chat. Sur les 1568 personnes que vous accompagnez, estimez-vous la part de ceux qui vous ne pouvez pas accueillir mais qui ont droit? Y a-t-il des possibilités de recours? Monsieur Samuel, je prends votre question pour y répondre par la suite, je pense, parce que c'est une question d'ordre plus général et je pense que ça a plus sa place par la suite, si ça ne vous dérange pas. Donc, si on l'oublie, n'hésitez pas à vous faire savoir. Donc, voilà pour les personnes primo-arrivantes que nous accompagnons et les nationalités. Avant de passer par la suite, donc qui est plutôt basé sur le réseau de l'intégration et les activités qui sont menées. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, au-delà de la question de Monsieur Samuel? Non? On peut avancer du coup. Donc, pour les acteurs de l'intégration et de l'interculturalité en province de Namur, ben, comme l'a dit Bernard en introduction, dans le cadre des missions régionales du CAI, on accompagne les initiatives locales d'intégration, donc pas les ILA, mais les ILI, les initiatives locales d'intégration, et on coordonne les activités d'intégration à l'échelon local et provincial. Concrètement, le CAI accompagne les opérateurs associatifs et publics à la mise en place d'activités reprises au sein de ces coordinations. On impulse et on intègre la dimension interculturelle au sein de ce travail social. Et donc, de qui parle-t-on quand on parle d'acteurs de l'intégration? On parle d'acteurs de formation à la citoyenneté, de formation à la langue française, d'acteurs de l'accompagnement socio-juridique, de l'interculturalité, des différents réseaux des initiatives locales d'intégration et des associations issues de l'immigration. Parce que certes, c'est un réseau extrêmement dense, constitué de multiples acteurs et de multiples pouvoirs subsidiants et de niveaux de pouvoir. Et donc, du coup, on essaye, ou même des organismes qui sont bénévoles, comme beaucoup d'associations issues de l'immigration. Et donc, du coup, on travaille avec une multiplicité d'acteurs. Nous allons faire maintenant une question qui est plus spécifique sur les ILI, donc les ILI, les initiatives locales d'intégration active en province de Namur, qui sont financées par la région wallonne et reconnues comme telles, donc en province de Namur. Combien d'ILI sont actives sur l'ensemble du territoire? 26, 33, 42, 49, 56 ou 73? Combien y a-t-il d'ILI? Et donc, bien sûr, par exemple, quand on va parler des projets de langue française, il y a des ILI qui mettent en place des projets de langue française, mais il y a aussi, par exemple, des écoles de promotion sociale, des CPS ou des centres d'accueil, mais ils ne sont pas repris dans ces opérateurs-là. Donc, c'est vraiment ceux qui sont reconnus
par la région wallonne comme telle. Nous allons pouvoir, je pense, passer à la réponse. Donc, la réponse apparaît bien dans la majorité des votants. Donc, la réponse est bien 42. En province de Namur, il y a 42 opérateurs actifs sur l'ensemble de la province, donc qui dispensent des projets, comme on l'a dit, qui sont reconnus dans les formations à la langue française, les formations à la citoyenneté, l'accompagnement social spécialisé dans l'accompagnement des personnes étrangères, l'accompagnement juridique en droit des étrangers et l'interculturalité. Interculturalité dont ça peut être des projets interculturels à dimension collective, des projets de duo vers l'inclusion ou des projets de lutte contre le racisme. Ne sont pas intégrés ici, ben, comme je le disais, les projets interculturels financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles via le PCI, n'intervient pas ici les associations bénévoles, strictement bénévoles ou non reconnues par la région wallonne, ni les organismes de promotion sociale. Donc on voit ici que la région wallonne subventionne 42 opérateurs actifs sur l'ensemble de la province de Namur. Certains sont actifs sur plusieurs provinces également. Parmi ces 42 opérateurs, ces opérateurs mettent en place différents projets et nous recensons plus de 76 projets ILI déployés en province de Namur. Sur ces 76 projets, ce sont plus de 22% de formation à la langue française, 21% de formation à la citoyenneté, 21% d'accompagnement social spécialisé dans l'accompagnement des personnes étrangères, 8% d'accompagnement juridique spécialisé en droit des étrangers et 28% de projets interculturels. Il est bien à noter aussi ici que nous parlons des frontières provinciales, mais les frontières sont perméables pour les personnes. Il y a par exemple beaucoup de personnes qui viennent, ou des personnes qui viennent de Mons, d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, rencontrer les services spécialisés en droit des étrangers à Namur parce que certains opérateurs ont acquis une expertise dans le domaine et sont orientés notamment via le bouche à oreille ou alors, comme par exemple de formation à la langue française, certains sont situés à la frontière de la province, comme par exemple à Gembloux ou à Sambreville, et il arrive dès lors que des personnes non namuroises, enfin non issues de la province de Namur, viennent suivre les cours ou l'offre de services présente sur le territoire. Et donc, du coup, ben, vous retrouverez dans le CAISTIC l'ensemble des cartographies que nous avons faites sur les différents opérateurs et axes liés et financés. Un petit focus maintenant avant de passer à la conclusion par Bernard. Un focus sur les associations issues des migrations qui ont un rôle spécifique, notamment dans le premier accueil des primo-arrivants sur le territoire et qui réalisent tout un travail qui n'est pas nécessairement reconnu par les services publics parce que ces associations sont notamment constituées de nombreuses personnes bénévoles issues d'une communauté et plusieurs études montrent le rôle fondamental qu'elles jouent dans, comme je le disais, le premier accueil lorsqu'une personne arrive sur le territoire. C'est aussi des associations qui jouent un rôle important de solidarité pour les personnes issues de ces communautés. Et on voit ici l'importance du nombre d'associations issues des migrations sur la ville de Namur, mais il y en a également beaucoup sur l'ensemble de la province. Donc, je passerai maintenant la parole à Bernard pour la conclusion. Avant de passer à la conclusion, peut-être est-ce qu'il y a des questions par rapport aux opérateurs? Oui, moi j'ai juste une petite question par rapport à l'acquisition du français. Je ne sais pas si on fait la distinction entre les personnes, les analphabètes, qui n'ont jamais eu qui n'ont jamais été scolarisés ou pas. Je sais pas du tout comment c'est géré. Enfin, je ne sais Oui. pas si vous pouvez dire un mot là-dessus. Oui, donc en fait, quand je reviens sur cette dia-là, mais si vous ne savez pas lire, et ça serait même, ça serait même très bien si vous saviez lire, mais il faut beaucoup de chance. Et donc du coup, vous voyez Je n'y ici, arrive pas, c'est pour ça que j'ai demandé s'il était possible de disposer des dias pour oui, pouvoir voir.
De toute façon, dans le CI-STIC, les cartographies sont bien reprises. Donc, vous pouvez voir tout à droite que nous distinguons bien les opérateurs d'alphabétisation et de remise à niveau avec les opérateurs de français langue étrangère, parce qu'il s'agit bien de dispositifs différents. Lorsque, notamment si je parle pour le travail que nos collègues réalisent au CAI dans le cadre de leur accompagnement social, ils vont bien voir avec la personne, c'est dans le cadre d'un bilan social et dans le cadre de tests de langue, c'est différents besoins en termes de formation à la langue française. Soit la personne est francophone et à le niveau A2, elle ne sera pas dans l'obligation, dans le cadre de son parcours, de suivre des cours de langue, mais elle peut le faire pour parfaire son niveau de langue. Mais si la personne n'a pas le niveau A2, elle va être orientée vers et qu'elle n'est pas francophone, elle va être orientée vers un dispositif de formation à la langue française. Mais si la personne est francophone, mais a des lacunes dans certaines compétences, que ce soit à l'écrit, par exemple, ben, elle va être orientée vers des opérateurs d'alphabétisation parce qu'elle n'a pas été scolarisée dans son pays. Ou parce que il y a des lacunes, bah, comme je le disais par exemple à l'écrit, et ben, elle va être orientée vers des opérateurs de remise à niveau. Pour répondre à votre question. Merci. De toute façon, dans les participants, il y a aussi l'experte du CAI en charge de la formation à la langue française. Donc, elle n'hésitera pas à me reprendre si je dis des bêtises, mais je ne pense pas. Tu as très bien fait, Maxime. Merci, Catherine. Et donc, je passe maintenant la parole à Bernard pour les conclusions. Et après, on passera à un moment d'échange, de réflexion et de questions plus globales. Donc, Bernard, je coupe mon son. Merci Maxime. Donc oui, je reprends brièvement la parole pour conclure cette présentation et peut-être tout de suite rebondir avec une question qui a été posée dans le chat et à laquelle on a répondu. Mais donc effectivement, je pense que vous avez entendu beaucoup d'informations ce matin, des informations éclairantes, nous l'espérons en tout cas. Et pour aller chercher des informations plus complètes, n'hésitez vraiment pas à aller consulter le CI-STIC en ligne. L'adresse a été remise dans le chat et donc vous trouverez là des informations encore plus complètes que ce qui a été donné ce matin. Alors, ben pour conclure cette session, nous, on trouve important de se réarrêter brièvement sur ces fameux stéréotypes d'invasion du territoire provincial namurois ou sur les discours négatifs concernant l'intégration à Namur. Eh bien non, vous l'aurez compris, la province de Namur n'est pas envahie par des étrangers. Et par contre, oui, la province de Namur accueille des étrangers sur son territoire et l'ensemble des acteurs sur le territoire namurois mettent en place des dispositifs et des outils pour essayer de mettre en œuvre un accueil et une intégration de qualité, la plus optimale qui soit, pour essayer ainsi de contribuer à une société interculturelle. Alors, parmi ces actions, parmi ces dispositifs qui sont mis en place par le secteur, eh bien, on peut parler des ILI, on en a parlé, 42 ILI, mais pas que des ILI, ce sont d'autres acteurs aussi, des associations issues de l'immigration et bien d'autres encore, qui contribuent à tout ce travail en complémentarité avec l'ensemble des acteurs et avec les CRI pour essayer de parvenir à une vraie qualité dans cet accueil et dans cette intégration. Alors, par rapport aux chiffres qui ont été présentés ce matin, quelques points d'attention. Les chiffres, selon nous, les chiffres sont évidemment importants et sont éclairants, mais ils doivent être pris pour ce qu'ils sont, à savoir des indicateurs. Et ils ne sont pas des vérités absolues ou des vérités en soi, parce que derrière les chiffres, il faut toujours pouvoir un peu réfléchir et analyser ce qu'on a devant nous. Par exemple, il faut prendre en compte le fait que certaines personnes ne sont pas inscrites au registre de la population, comme par exemple les personnes sans papier ou les demandeurs de protection internationale. Et ça peut biaiser les analyses. C'est important aussi d'avoir en tête que dans les politiques publiques, souvent les personnes sont cloisonnées dans un certain secteur. Des personnes vont être théoriquement liées au secteur de la santé ou au secteur de l'accueil ou au secteur de l'intégration. Or, dans les faits, ce que nous constatons, c'est que très souvent, il y a interpénétration de tous ces secteurs
un parcours d'intégration ou un parcours d'accueil, s'il est construit théoriquement de façon linéaire, dans les faits, il n'est jamais linéaire. La personne va aller à différents endroits, à différents moments, et va bien souvent sortir du cadre tel que celui prévu par les politiques publiques. Alors, on souhaitait aussi réattirer votre attention sur le fait qu'on ne peut pas se limiter à prendre en compte uniquement les étrangers issus de pays tiers, même s'il y a évidemment beaucoup de chiffres relatifs à ces personnes. Il y a d'autres publics qui vont souhaiter s'inscrire dans des formations à la langue française, par exemple, qui vont faire appel à l'accompagnement juridique ou encore qui vont s'inscrire dans le cadre du parcours d'intégration pour prouver l'intégration sociale. Et donc, c'est bien l'ensemble des personnes étrangères qui doivent être prises en considération au niveau des politiques publiques qui sont construites. Alors, pour doucement terminer cette conclusion, je ne vais pas être trop long, mais redire que l'ensemble des chiffres qui ont été présentés aujourd'hui, ce ne sont pas juste les chiffres du CAI. Alors, nous avons évidemment fait un travail pour les mettre en forme et pour les présenter, mais il est important de souligner que ce sont les chiffres de tout un secteur, du secteur de l'accueil et de l'intégration. Et donc, ces chiffres ont pu être globalisés grâce au travail de chacun et donc de l'ensemble des acteurs et opérateurs actifs au niveau des personnes et en complémentarité. Alors, c'est vrai que ça demande du travail et que ça prend du temps de collecter ces chiffres, mais on pense aussi qu'ils sont vraiment importants et qu'il est important de faire ce travail de collecte de données parce que c'est ça qui après nous permet de s'arrêter, de prendre en compte l'ampleur du travail réalisé et éventuellement de mieux construire les politiques publiques futures. Voilà, je m'arrête là pour la conclusion et on va pouvoir passer à un petit moment de questions-réponses et puis d'évaluation.